À la demande générale, bienvenue dans ce nouvel épisode All Trade. On va dire les histoires qui rendent hommage aux histoires à la Bellemare. Voilà. Mais ça suit la tendance des trades. Et c'est pas vraiment de l'horreur, moi. Les 2 premiers épisodes apparemment vous ont beaucoup plu, ça m'a fait bien plaisir, surtout qu'on les a publiés au pire moment de l'année, en juillet et en août. Donc voilà, un 3e épisode pour fin septembre, ça me paraissait pas mal. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'André Maillefer. C'est quelqu'un qui a monté une arnaque en 1900 environ en France, une arnaque qui fonctionne encore aujourd'hui en 2022. C'est incroyable. André Maillefer est né en 1884 à Paris dans le 11e arrondissement. Il s'installe ensuite à Orléans dans le futur en tant que peintre aquarelliste et il est fan de meubles anciens. Problème, ça coûte cher et il n'a pas les moyens de se les acheter. Du coup, qu'est-ce qu'il fait en 1904 à Orléans? Il ouvre une fabrique de meubles anciens. Alors attention, il n'y a pas d'arnaque, c'est clairement des copies, c'est annoncé comme tel. Selon les versions, parce qu'on ne sait pas trop si quand même il en a pas vendu un petit peu comme ça, mais a priori, rien d'illégal là-dedans. Et là où il est très fort avec les artisans qu'il engage, c'est qu'il arrive à monter une technique très au point pour donner l'aspect vieilli d'un meuble. Il vieillit les meubles par des techniques qu'on appelle la brûlure, l'éclatement, bref, il maîtrise l'aspect de l'ancien. Ça cartonne, puis va venir un gros souci sur toute la France, et même l'Europe et le monde, et lui va trouver une bonne astuce pour s'en sortir, mais quelque chose d'improbable qui s'est jamais vu, qui a jamais été reproduit depuis par quelqu'un d'autre, et pourtant, je vous l'ai dit, qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, laissez-moi vous parler d'une autre vérité qui là est presque nickel, c'est celle du partenariat du jour. Bonjour, bienvenue dans ce 2e épisode des dossiers du Nord des vérités presque nickel. Oui, des dossiers du NordVPN, sponsorisés par NordVPN. Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable histoire de Léonard de Vinci qui a réussi à inventer une technologie incroyable, un carnet NordVPN, le VPN le plus rapide du marché, le plus simple d'utilisation grâce à sa connexion automatique. Saviez-vous que lors de ses expéditions à Venise et Florence, Léonard changeait son IP pour se connecter sur les sites de réservation d'hôtels? En faisant ça, il économisait pas mal d'argent. Et comme il le disait si bien, le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant. Ce qui n'a aucun rapport avec notre sujet, ok? Ah, Léonard télétravaillait beaucoup. Ça, on le dit pas, par exemple. En voulant aller en France en 1516, il emporte son carnet NordVPN pour se connecter en toute sécurité dans le Wi-Fi public des auberges et des gares françaises. Elles n'étaient pas construites, mais il savait que ça allait arriver. Pas bête, Léonard. Une fois en France, ce qui a vraiment bluffé la cour du roi, c'est de pouvoir découvrir des programmes étrangers en streaming grâce au carnet NordVPN et surtout, c'était bluffé que Léonard connaisse si bien Plus belle la vie, parce que lui, il pouvait le voir depuis l'Italie grâce à son carnet NordVPN. Il était malin, Léonard! Alors si vous cherchez un VPN, faites comme cet inventeur qui, selon la légende, aurait cliqué sur le lien dans la description pour bénéficier de l'offre actuelle. Il paraît même que s'il n'était pas satisfait en 30 jours, il était remboursé. Merci NordVPN et à bientôt pour une nouvelle vérité presque nickel. Je vous disais donc, les affaires cartonnent et en 1913, il déménage. Toujours à Orléans, il prend un plus grand bâtiment, il prend plus d'artisans, toujours dans le même but, produire des meubles identiques, on va dire, aux meubles Louis XV, Louis XVI, etc. Là où ça commence à devenir rigolo, c'est que des fois, ces reproductions à lui se vendent plus cher que les meubles originaux, parce que forcément, ils sont en meilleur état. Alors, selon les sources, il paraîtrait que, mais j'ai pas de preuves de ça, c'est des racontars, qu'il y a des antiquaires qui achetaient donc les reproductions légales que faisait Maillefer, et il les revendait comme si c'était des originaux. A priori, Maillefer ne le savait même pas qu'il y avait ce business-là, toujours selon les versions, mais c'était sympa de le noter. On est à l'apogée de son histoire, de son âge d'or, on va dire. On est au moment où Maillefer emploie 250 artisans dans sa fabrique, et vraiment, c'est une industrie qui roule. Ça fabrique du meuble, ça vend du meuble. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a retrouvé, on sait qu'il n'est pas très bon en réalité pour vendre les meubles. C'est assez rustique, c'est assez grossier au final. Donc c'est destiné un petit peu aux amateurs, mais pas vraiment aux collectionneurs. Et je pense qu'à ce moment-là, il le sait. Parce que je pense qu'il a déjà le germe un peu de l'escroquerie sur tout ça. Depuis le début, je vous dis à chaque fois, selon les versions, a priori, tout ça est légal et tout, mais j'ai quand même retrouvé des indices qui laissent à penser que cet homme, c'était un peu un P.T. Barnum. C'est-à-dire que ça ne le dérangeait pas de flirter un petit peu avec la vérité et d'enjoliver, on va dire, un petit peu les choses, comme du spectacle. J'ai un exemple pour ça. Maillefer avait embauché un ébéniste qui s'appelait Dubois. Et à l'époque, il y avait un très célèbre ébéniste qui s'appelait Jacques Dubois. Donc son travail était connu, apprécié et recherché. Maillefer demandait à son propre ébéniste, qui avait pour le patronyme identique Dubois, d'estampiller tous les sièges Louis XV
qui fabriquait dans la fabrique, dans l'usine. Donc il y avait marqué Dubois dessus, fabrication du bois. Mais pas le bon Dubois. Et ça, Maillefert, il le sait. C'est pas un hasard de faire ça à ce moment-là. C'est-à-dire que parfois, quand on trouvait une pièce et qu'on s'y connaissait pas assez, on se dit oh, en plus c'est un Dubois, c'est vraiment waouh, c'est incroyable quand même. Pas tant que ça du coup. Donc vous voyez, il y avait déjà ce genre d'indice, des sortes de germes un petit peu de l'escroquerie qui va suivre maintenant. En 1931, on a une grosse crise en France et en Europe. Alors c'est les conséquences de la crise de 29 aux États-Unis qui met 2 ans en fait à impacter l'Europe. C'est une énorme crise économique, la France va très mal et il y a beaucoup de licenciements. Maillefert en fait partie, il doit licencier ses salariés. Les affaires vont très mal en France, y compris pour lui, mais il n'a pas envie de faire ça. Alors il n'a pas envie, peut-être parce qu'il tient en fait à ses employés, il tient au système qu'il a monté, peut-être que c'est de l'ego. Le fait est qu'il doit trouver une solution et il en trouve une. Il va continuer à proposer des copies, toujours annoncées comme étant des copies, mais celle d'une école d'ébénisterie qui a disparu, qui s'appelle l'école de la Loire. Et ce sera forcément des copies puisque les originaux de ces meubles de l'école de la Loire n'existent plus. Il n'en existe plus un seul dans le monde. Et ça, on en est sûr. On en est sûr et certain. Vous savez pourquoi ? Parce que l'école de la Loire n'a jamais existé, c'est une invention de Maillefert. Il a littéralement créé la légende de l'école de la Loire pour faire des copies de cette légende puisqu'il n'y a pas d'originaux qui existent. On peut déjà sentir à quel point cette histoire est folle. Maillefert commence par se procurer du papier ancien, daté de l'époque de la Renaissance. Pour ça, il va au musée d'Orléans parce qu'il a été dit que dans les combles du musée, sur un rangement, on a retrouvé comme ça du vieux papier et on le vend. Donc lui, il en achète tout un stock et il se met à dessiner dessus parce qu'il est peintre aquarelliste. Il dessine une centaine de meubles comme ça à l'aquarelle. Alors c'est des meubles qui ressemblent un petit peu au style Louis XV, mais en plus rustique, en plus facile à fabriquer. C'est étonnant. Il fait quelque chose de très sobre, avec quelques motifs décoratifs, toujours les mêmes. C'est soit des châteaux, soit des bateaux. Beaucoup de bateaux. Et lui, à l'époque, il n'a pas encore les publicités de formation en ligne sur Facebook, des infopreneurs et des formateurs de Deviens riche en 3 jours. Pourtant, il sait qu'il faut un bon storytelling pour vendre et il va en créer un. Il commence par inventer un créateur, parce que s'il y a des meubles, il faut qu'il y ait un bon créateur derrière. Il va s'appeler Jean-François Hardy. Ce serait un grand maître ébéniste du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, il existe tellement qu'on a une gravure de lui. Cette représentation, Maillefert va trouver ça au Puce. En fait, c'est un abbé, un curé, qui est représenté avec un bateau qui coule derrière lui. Il va juste rajouter à l'aquarelle une perruque au gars, et ça va devenir Jean-François Hardy. Donc, pour que vous compreniez bien la suite, Maillefert a créé lui-même l'école de la Loire et la centaine de meubles qui seraient issus de l'école de la Loire, et il va en reproduire des copies qu'il va vendre. En gros, il va se copier lui-même. C'est du génie. On est toujours en 1931, et la Maillefert va faire éditer une plaquette très luxueuse, très chère à fabriquer, pour donner ça aux amateurs, aux collectionneurs et aux professionnels, qui va présenter cette découverte des anciens meubles issus de l'école de la Loire. Il envoie tout ça aux experts, donc dessus on va retrouver évidemment des dessins des meubles, on va retrouver l'histoire de Hardy avec la représentation de Hardy, et surtout on va retrouver le texte qui est sur la plaquette que Maillefert a écrit lui-même, que je vais vous lire un extrait. Il nous semble nécessaire d'expliquer le pourquoi de l'engouement subi du public pour le style de l'école de la Loire, encore presque ignoré il y a quelques mois. Alors là déjà c'est pas vrai, il n'y a pas d'engouement puisque quelques jours avant, personne ne savait ce que c'était. Peut-être serait-il temps de dire qui est ce Jean-François Hardy dont beaucoup entendent parler pour la première fois. En 1715, Jean-François Hardy, l'élève préféré du maître ébéniste Germain Landrin, fournisseur de la cour de France, dans les ateliers duquel il avait conquis successivement l'apprentissage, le compagnonnage et la maîtrise au bout de 10 ans, entreprit un voyage en Hollande pour se perfectionner dans son état. Jean-François Hardy s'arrêta en route à Lille où son passage est signalé par divers travaux d'art exécutés au château de Fournan-Wepps. Bon, là déjà, on est sur du full bullshit, mais pas grave parce qu'il n'y a pas Internet ou Google pour faire des vérifications là. De là, il gagna Bruxelles pour y travailler quelque temps sous la direction de maître Jean Hort, puis il arriva en Hollande où il se fixa à Rotterdam dans une maison près du port. Il se maria en 1719 avec la fille d'un riche bourgmestre, Cornelia van der Breut, dont il eut 3 enfants, Pétrus et Bernard, qui continuèrent son œuvre en France, et Marguerite qui épousa un ébéniste de Nantes. Vous voyez, je vous parlais de storytelling, il va loin, il va en profondeur là-dedans.
Son fils aîné Pétrus s'établit à Orléans pour y poursuivre l'œuvre de son père, en association avec Gaillard, rue du Bœuf. Son autre fils s'installa à Angers, où il s'illustra dans les meubles et boiseries de l'évêché. On signale également à Gien, Saumur et Assenis des ateliers plus modestes où d'anciens élèves du maître continuèrent la tradition de Jean-François Hardy en reproduisant plus ou moins habilement ses modèles. Il est curieux de constater que tous ces noms, aucun ne soit cité par les auteurs des ouvrages sur les ébénistes du XVIIIe siècle. L'Almanach général des marchands parlait cependant de lui comme d'un maître vers la fin du XVIIIe et les tablettes de la renommée de 1770 font également mention de ses ouvrages. Il est génial. Je vous en dirai pas plus sur la plaquette, je trouve que c'est tout ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il répond même aux critiques potentielles. Il dit si ça se trouve vous en entendez parler pour la première fois, c'est très étonnant qu'on n'en entende pas parler dans les ouvrages du 18e, néanmoins il avait été cité et on l'appelait le grand maître de ceci, de cela, et puis avec le détail de parler de l'engouement du public, qu'on parle que de lui en ce moment, ce qui est vraiment faux à l'apparition de la plaquette, mais qui deviendra vrai après l'apparition de la plaquette, il créait comme ça une espèce de biais d'autorité, quoi. Bon, si tout le monde en parle, c'est qu'il faut s'y intéresser. Donc il fait tout le travail psychologique en une seule plaquette et en plus très luxueux. Pourquoi, d'après vous, derrière Hardy, sur la représentation, il y a un bateau qui coule? Bah juste parce que c'était comme ça quand il l'avait acheté, hein, c'est tout. Il a pas eu le choix à ce moment-là, il a acheté ça 20 pièces, il s'est débrouillé avec. Alors il invente une petite fin d'histoire comme quoi, quand Hardy serait revenu de Hollande, le bateau aurait été frappé par la foudre et que Hardy et sa famille auraient survécu miraculeusement en s'accrochant à une bille de citronnier qui leur aurait permis de flotter. La plaquette néanmoins rajoute un détail que je trouve très important dans le storytelling et dans la psychologie de l'ensemble, pour dire c'est pas une arnaque comme ça qui a été montée en 2 secondes, on est vraiment sur un génie derrière. La plaquette explique que quand Hardy rentre en France depuis la Hollande, il retrouve le pays ruiné en pleine difficulté financière. Ça, pour vous remettre dans le contexte, ce sera à cause de la banqueroute de l'eau. Si vous connaissez pas, c'est assez passionnant, je vous invite à lire tout ce qu'il y a autour du système de l'eau, c'est entre 1716 et 1720. Je vous mettrai un lien dans la description à ce sujet si vous voulez creuser un petit peu. C'est incontournable pour comprendre ce qu'est vraiment la bourse et pourquoi ça finit toujours mal, en fait, en réalité, la spéculation. En gros, en 1716, ils voulaient mettre en avant le papier-monnaie en faisant spéculer sur l'or et sur les richesses coloniales de l'époque. En 1720, quasiment tous les actionnaires veulent récupérer leur or physique, sauf qu'il y a 3 fois plus de papier-monnaie qui a été édité que d'or et de richesses coloniales réellement disponibles et réellement en stock. Ce qui va créer la banqueroute à ce moment-là. Si tout ça, ça vous rappelle une vidéo que j'ai sortie récemment sur l'argent et l'argent-dette, ben, on voit que c'est pas d'aujourd'hui. Bref, revenons-en à Hardy. Donc Hardy retrouve comme ça le pays ruiné, le peuple en grande difficulté, et il se dit, moi je suis un gars sympa. Je vais inventer des meubles que tout le monde pourra se payer parce qu'ils seront pas trop chers, ils seront pas trop difficiles à fabriquer, mais néanmoins ils auront quand même un style, un petit truc, et je vais aider mon pays comme ça. Et donc coup de bol pour Maillefert, c'est que en 1931, le pays se trouve dans le même état avec la crise de 29. Dis donc, c'est un bon hasard ça, hein. C'est fou quand même. Donc ça tombe si bien. Dans un premier temps, tout le monde demande à Maillefert comment il est rentré en possession de ces documents et pourquoi on en a connaissance que maintenant. Donc il explique que quand la plupart de ses employés ont dû partir à la guerre de 14, il a organisé un gros pot, une grosse réception, parce que tu comprends, c'est une famille, ils sont soudés les uns les autres, et que au moment de trinquer, l'un de ses employés, qui s'appelle Simon Hardy, aurait dit voilà boss, j'ai une malle que je tiens de mon aïeul, j'aimerais bien que vous la conserviez en mon absence, et si jamais je reviens pas, je vous autorise à l'ouvrir évidemment. Et Maillefert explique qu'il avait rangé sa malle dans son grenier, qu'il en avait oublié l'existence. Et il y a quelque temps, il a rangé son grenier, il a retrouvé cette malle, et Simon Hardy, malheureusement, son ancien employé, ne serait pas revenu de la guerre, donc il a ouvert. C'était une vieille malle avec de la peau de truie, je crois. Pas terrible dit comme ça. Il aurait trouvé ces documents avec stupéfaction, et il se serait dit, il faut que j'offre ça au monde, et puis ça aurait pris une ampleur, d'où l'édition de la plaquette actuelle. Et cette campagne va elle aussi cartonner. Les magazines vont en parler, Maillefert va même faire une conférence radiophonique. Alors là vous dites, ça va, il est passé à la radio sur Skyrock, c'est bon. C'est pas si simple. À l'époque c'est extrêmement rare en fait d'avoir une conférence radiophonique. Il fait ça au poste national avec la magnifique bénédiction du ministère des Beaux-Arts. Rien que ça. Il a même fait la couverture d'un magazine d'art et un spécial Noël. Enfin, on voit bien que tout le pays et tous ceux qui s'y connaissent dans le meuble et dans l'art s'emparent de ce sujet. Et ils s'emparent tellement de ce sujet
que ça devient très drôle. J'ai l'impression de voir Twitter avant Twitter. Il sort les meubles, hein, évidemment, hein, je fais un peu l'impasse dessus, mais il fabrique bien les reproductions des meubles de l'école de la Loire, ça se vend comme des petits pains, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un carton. Il prend beaucoup d'argent. Et pourquoi je vous dis ça devient Twitter avant l'heure? Parce qu'on commence à lire des critiques sur les meubles de Maillefer, sur les reproductions de Maillefer de l'école de la Loire. Par exemple, il y a un expert qui écrit dans un magazine que Maillefer ne copie pas assez bien les meubles du maître Hardy. Selon lui, je fais la citation du magazine, « Vous avez tué l'œuvre de François Hardy ». Qu'il a créé lui-même. Ça va encore plus loin, il y a un journaliste du Figaro qui retrouve à Tours une maison où a habité François Hardy. C'est rue de la Sellerie et on doit y apposer une plaque commémorative que le ministère des Beaux-Arts a commandé pour mettre comme ça sur la maison. Alors il n'y a pas eu de plaque. Il n'y a pas eu de plaque, non pas parce que Maillefer s'est fait démasquer, mais parce qu'il a joué un autre coup encore plus incroyable. Ça, on reviendra dessus dans quelques secondes. Juste pour terminer dans cette folle épopée, le musée de bois, par exemple, a aménagé une salle pour accueillir les meubles du style François Hardy et pouvoir en faire une exposition. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie aussi parce que bien sûr que les meubles se vendent beaucoup plus cher que les originaux, puisqu'il n'y a pas d'originaux. Mais on sait que s'il y avait des originaux, ça se vendrait moins cher que ce qu'il y a là, parce qu'ils gèrent l'offre et la demande en plus. Donc ça fait monter le prix. Alors pourquoi il n'y a pas eu la plaque commémorative? Parce qu'en 1935, Maillefer joue un coup énorme. Il s'est clairement gavé financièrement, ses salariés aussi, il a redistribué beaucoup d'argent. Il va sortir un livre. Ce livre s'appelle « Au pays des antiquaires ». On peut encore le trouver aujourd'hui en librairie et sur les sites en ligne habituels. C'est très marrant à lire. Dans ce livre, il avoue tout et il égratigne très fort les antiquaires. Il règle ses comptes. Donc dans le bouquin, il explique tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que c'est très facile de sourcer cette histoire puisque Maillefer a tout expliqué. Et alors, le plus drôle dans ce coup-là, c'est que ce livre-là aussi va être un succès, parce que je suis sûr que même vous là, vous avez un peu envie de lire l'histoire de son point de vue. Vous avez peut-être envie de lire comment il attaque les antiquaires à l'époque. Enfin, franchement, il y va pas avec des gants, quoi. C'est très violent. Et donc, il ironise sur toute cette histoire, sur la spéculation. Il se pose un peu en chevalier blanc. Ce qui est assez marrant, parce que si on prend vraiment au pied de la lettre son livre, on se dit d'accord, le gars a créé l'école de la Loire pour vraiment dénoncer le système des antiquaires et du marché de l'art. Mais dans le fond, vous serez sûrement d'accord avec moi dans l'analyse, quand on voit par exemple à l'époque où il avait embauché Dubois, l'artisan, parce qu'il avait le même prénom qu'un ébéniste connu qui s'appelait Dubois, pour apposer les sceaux du bois et jouer sur l'ambiguïté, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui voulait changer le système. Ou en tout cas, s'il voulait le changer, il savait quand même profiter du système et ça lui posait pas tellement de problèmes. Donc, certes, c'est un coup de maître, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Le fait que lui-même, 4 ans plus tard, je veux dire, c'est pas très long, 4 ans, hein, il s'auto-dénonce en expliquant toute sa magouille, etc., ça n'enlève pas quand même complètement qu'il a monté ce système pour s'enrichir lui-même dans un premier temps. Mais l'ambiguïté, elle est forte quand même, parce qu'on se dit, est-ce qu'on peut lui en vouloir dans le sens où, est-ce qu'il n'a pas fourni les meubles qu'on lui a demandé? Si. D'ailleurs, même aujourd'hui, on peut se dire c'est des originaux, c'est même pas des copies, puisque c'est bien lui qui les avait dessinés. C'est juste le storytelling qui est faux derrière. En 1935, évidemment, quand il fait paraître le livre, il arrête de travailler. L'atelier est repris par la famille Amos, qui va travailler dessus de 1935 à 1990. Et sur cette période-là, cette famille-là continue à produire des meubles anciens. Aujourd'hui, le terme Maillefer est encore utilisé pour désigner des meubles anciens. Les meubles qu'il a fait, les fameux meubles de l'école de la Loire, se vendent encore à bon prix, sont très recherchés, ils ont un style particulier, ils ont une histoire particulière, donc il a réussi à créer cette légende. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. Et les plus prisés et les plus recherchés, c'est même pas les meubles de l'école de la Loire, justement, c'est les fameux sièges Louis XV avec le sceau en dessous de Dubois, la vraie fausse marque qui était faite au feu. Évidemment, cette histoire, c'est du passé, mais c'est quand même aussi pas mal du présent si on regarde sur ces dernières années, pour les affaires en tout cas qui ont été révélées. En 2016, par exemple, il y a un expert qui s'appelle Bill Palot, qui travaillait pour la galerie Aaron, qui s'est fait démasquer, qui a avoué avoir fait des contrefaçons. En décembre de la même année, 2016, Jean Lupu, qui est un antiquaire, s'est fait poursuivre pour un nombre incalculable de meubles qui étaient en fait des copies et qui vendaient comme des originaux. Donc c'est un marché en fait compliqué. On voit que tout le monde essaie toujours de tirer son épingle du jeu, que régulièrement des experts ou des antiquaires reconnus se font épingler. Je me dis quand même que dans le fond, Maillefer, il a que créé un storytelling. Il a juste créé une histoire fausse
Mais techniquement, il n'a rien créé de faux en tant que tel, puisque les originaux sont soi-disant ses copies. Merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez bénéficier de leur offre, le lien est dans la description. Et puis, je compte sur vous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à cette chaîne YouTube, sinon faites-le. Activez la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.